Je disais bonjour ou rebonjour. Donc, je vais vous présenter le travail qui est réalisé par le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier autour de notre belle rivière Allier. Un travail qu'on a intitulé Sur les traces de l'Allier, et puis on verra en fin de présentation le travail qu'on mène pour labelliser le Val d'Allier à un niveau international. Pour débuter, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous présenter le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier. Donc, je suis directrice de cette association qui regroupe maintenant 18 salariés et donc qui, bien sûr, a un conseil d'administration avec des adhérents à l'échelle du département de l'Allier. C'est une association qui va bientôt fêter ses 30 ans et qui est basée à Châtel-de-Neuvre. On n'est pas très connu, mais pourtant il existe un réseau national des conservatoires d'espaces naturels partout en France qui sont implantés à l'échelle départementale ou interdépartementale et qui œuvrent suivant le même objet, donc la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel. Donc notre principe premier d'intervention, c'est de déterminer par des études où sont les sites riches en biodiversité. Et puis on prend ensuite contact avec les propriétaires pour leur proposer des partenariats, voire d'acheter à l'amiable leurs parcelles pour pouvoir agir concrètement pour la préservation de ces milieux naturels, avec une vision qui n'est pas du tout de la nature sous cloche, mais vraiment de comprendre l'interaction avec les activités humaines passées et essayer de remettre une place de ces milieux naturels comme un atout du territoire à l'échelle locale ou dans l'aménagement du territoire. Donc on a un réseau d'une centaine de sites maintenant dans le département sur lequel on agit. Et puis plus spécifiquement sur le Val d'Allier, on y travaille donc depuis les débuts du conservatoire. Donc on mène ces premières missions de connaissance, préservation, valorisation, donc à travers un réseau de sites et notamment plus de 250 hectares en propriété, avec des partenariats avec les collectivités, les propriétaires, les agriculteurs. On est également animateur Natura 2000 sur l'ensemble de la plaine d'Allier dans le département. Et on est de plus en plus aux côtés des collectivités et de l'État pour essayer d'intégrer cette biodiversité dans les politiques publiques. Et donc ça, c'est les missions classiques. Et puis au fil du temps, on a un peu élargi notre vision du patrimoine, puisque le patrimoine naturel est très riche, mais s'inscrit aussi dans un ensemble de patrimoine. Et donc c'est ce que je vais vous présenter avec cette ouverture, notamment au patrimoine historique. Alors je ne suis pas du tout archéologue, je remercie de me faire l'honneur de faire une communication dans le cadre de ces rencontres archéologiques, mais on touche un peu du doigt justement tout ce que peut apporter ces patrimoines historiques. Alors, notre rivière Allier, en fait, elle est très souvent qualifiée d'une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe de l'Ouest. Ce terme sauvage pourrait laisser entendre que c'est une rivière où l'homme n'est pas présent, mais comme vous le savez tous, en fait, c'est sur les grandes plaines alluviales que l'homme s'est implanté dans des temps très historiques grâce à toutes les ressources qu'offrent ces territoires, donc l'eau, le bois, les matériaux, les pierres, les cailloux. En fait, ce qualificatif de rivière sauvage, elle le doit plutôt au fait qu'on est sur une rivière très très peu aménagée, au fonctionnement le plus naturel possible, même si elle a forcément subi des altérations, des dégradations. Et donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de dynamique fluviale. Toute rivière a une tendance à méandrer. Bien sûr, ça va se faire de façon plus ou moins facilitée suivant le sol sur lequel elle s'écoule. Et dans l'Allier, on a donc la chance d'avoir ces sables du Bourbonnais avec une érodabilité extrêmement importante des berges. La physionomie du Val d'Allier est la même que le Rhin et le Rhône au XVIIIe siècle, quand on prend les vieilles gravures. Simplement, sur le Rhin et le Rhône, comme vous le savez, il y a eu des travaux très très importants de chenalisation qui posent problème aujourd'hui. Et dans l'Allier, on a pu retrouver quelques tentatives de chenalisation, mais qui ont souvent été des échecs. Alors, soit parce qu'on n'a pas mis les mêmes moyens que dans le Rhin ou le Rhône, ou aussi parce qu'on a une force érosive vraiment très très importante. Et donc, on a ce phénomène de mobilité du cours de l'Allier. La rivière peut éroder jusqu'à 20 mètres de berge par an. On verra ce que ça représente plus loin en nombre d'hectares, avec donc une évolution progressive des méandres jusqu'à être coupée, soit à l'occasion des crues, soit quand le méandre est trop accentué.
avec tout un système d'équilibre. Donc là, je vais passer vite, mais ce schéma qui illustre que ce déplacement dépend d'une conjonction, d'un équilibre entre les débits solides, les débits liquides, la granulométrie des berges et bien sûr la pente. Donc cette dynamique fluviale, cette mobilité du cours de la rivière, on peut l'illustrer grâce déjà dans un premier temps de façon contemporaine avec la retranscription des photos aériennes anciennes. Donc on a fait cet exercice depuis 1946. Vous avez à gauche l'échelle de 1 km qui montre, là on est sur le secteur donc, central du département entre Châtel-de-Neuvre et Bessay. Et donc on peut s'amuser à superposer différents cours, donc là 82, 2000, 2013, et puis j'ai pas pris le temps de superposer les derniers, mais vous voyez que c'est un phénomène extrêmement contemporain et extrêmement spectaculaire. Alors bien sûr, je vous ai ciblé un des secteurs les plus dynamiques, mais qu'on retrouve aussi par ailleurs sur d'autres tronçons. Donc cette dynamique fluviale, elle est particulièrement importante pour nous. Donc l'objet premier, comme je vous l'ai dit, du conservatoire, c'est de s'intéresser à la biodiversité. Et on s'aperçoit que cette mobilité crée une mosaïque de milieux naturels, donc avec bien sûr la rivière, mais également des talus qui vont être érodés, qui vont accueillir des espèces comme par exemple le guépier d'Europe, qui revient chaque année niché dans les talus. Les matériaux qui ont été arrachés vont être déposés pour créer des bandes de sable et de galets ou des îles sur lesquelles on va retrouver des espèces d'oiseaux rares qui nichent au sol. Petit à petit, une végétation va s'installer, c'est ce qu'on va appeler les pelouses sèches. Sur les zones les plus limoneuses, on va avoir plutôt des prairies. Et donc, à chaque fois, ces milieux naturels abritent un cortège d'espèces vraiment très spécifiques qui sont adaptées à ces conditions, souvent d'extrême chaleur en été, mais aussi d'ennoiement régulier. Et puis, donc, on aura tout un tas de bras morts connectés ou non, donc qu'on appellera boire localement. Et puis, la forêt alluviale avec différents stades également. Et donc, quand on prend de la hauteur, on voit vraiment que c'est une mosaïque. Et c'est ce qui fait la richesse. C'est cette interaction entre tous les milieux naturels qui vont permettre d'accueillir une faune et une flore extrêmement riches. Et en particulier, un intérêt ornithologique très grand, puisqu'on a plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux nicheurs, ce qui en fait parmi les sites les plus importants en France, second après la Camargue. Et puis l'autre intérêt également, c'est que cette mobilité se fait essentiellement sur le domaine public fluvial. On a la chance d'avoir conservé ce statut collectif de bien commun à travers la propriété domaniale. Donc on a un vaste fuseau qui appartient à l'État et sur lesquels les activités agricoles, enfin les activités au sens large, ont pu être maintenues de façon extensive. Donc on a un grand corridor, un grand couloir naturel qui va certainement avoir un apport très important dans les années à venir avec le changement climatique, puisque comme vous le savez, les espèces vont devoir migrer vers des latitudes plus propices à leurs conditions, donc s'adapter à l'élévation des températures. Et donc là, on a la chance d'avoir ce couloir sud-nord avec un écoulement sud-nord qui va certainement dans l'avenir jouer un rôle très important dans ce contexte. Donc une vaste mosaïque de milieux naturels, mais également, ce qu'on met souvent moins en avant, c'est tout l'intérêt de cette plaine alluviale pour sa vaste nappe alluviale. Donc en sous-sol, souvent on le présente en disant que c'est comme une cuvette allongée avec imperméable par la Marne qui se trouve en sous-sol issu du lac de Limagne, rempli d'alluvions, et dans les interstices de ces alluvions donc prend place cette très vaste nappe alluviale qui n'est pas si profonde comparativement à d'autres territoires, on est entre 5 à 15 mètres, mais qui constitue une ressource énorme pour le département, donc pour tout un tas d'usages, mais en premier lieu pour l'eau potable, puisque les 2/3 des habitants du département de l'Allier sont alimentés en eau potable par l'eau qui est puisée dans la nappe alluviale. Et là aussi, cette infrastructure naturelle qui nous coûte quasiment rien, s'il fallait puiser dans la rivière, on aurait un coût beaucoup plus conséquent et une eau de moindre qualité. Cette présence de nappe alluviale, alors que ce soit sur l'Allier, la Loire ou d'autres affluents, dans notre département, c'est une vraie richesse également par rapport au contexte, encore une fois, du changement climatique, puisque là, on est en capacité de stocker une eau qui va être à l'abri de l'évaporation, à la différence de ce que certains préconisent de faire des retenues d'eau pour conserver de l'eau sur notre territoire. La première ressource, enfin la première réserve qu'il faut qu'on améliore, c'est bien la nappe alluviale.
Donc ce patrimoine naturel et la ressource en eau sont intimement liés à cette dynamique fluviale qu'il nous faut préserver, mais ont quand même subi des altérations avec le phénomène d'enfoncement du lit qui a été lié à l'exploitation intensive des alluvions. En 30 ans, à la fin du XXe siècle, on a exploité ce que l'Allier aurait mis 400 ans à déplacer jusqu'à l'estuaire. Donc, il y a eu un déficit de sédiments qui a provoqué un enfoncement du lit. Fort heureusement, aujourd'hui, ces exploitations sont interdites dans le lit majeur. Et puis, on a quand même des protections de berges, donc bien sûr au niveau des cœurs urbains, mais aussi ça et là, plus ou moins légales, qui ont aussi favorisé l'enfoncement du lit. Si la rivière ne peut plus éroder ses berges, en fait, la force érosive, naturellement, va se faire dans le fond du lit et enfoncer l'ensemble du cours de la rivière. Cet enfoncement, il a été constaté au fil du temps et alors il est très difficile à voir sur le terrain parce qu'on a peu de points de repère, mais il peut être de 3 ou 4 mètres. Donc par rapport à une nappe alluviale qui fait 5 à 15 mètres, vous comprenez qu'on perd, une fois l'enfoncement du lit, lorsque le lit s'enfonce, ça fait un effet de chasse d'eau qui peut vider, qui réduit le volume de la nappe. Et cet enfoncement, là où on peut le plus facilement le voir, c'est au pont Règemorte, puisque l'ingénieur Règemorte nous a laissé ses écrits en disant que le radier était enfoui initialement sous 1 mètre de sable et aujourd'hui on a une marche de l'ordre de 2 mètres, donc là on a un enfoncement de 3 voire 4 mètres par rapport à ce que le cours de l'Allier était à l'époque. Sachant que donc cet enfoncement du lit va avoir des incidences sur les milieux naturels, puisque ça chenalise la rivière, ça ne permet plus les mêmes débordements du cours, et puis donc une incidence extrêmement importante sur la ressource en eau, et ça peut aussi risquer de déchausser des ponts ou des digues, comme ça a été le cas à Tours en 74, où avec l'exploitation intensive des granulats en amont, un pont est tombé, et c'est ce qui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on arrête progressivement cette exploitation. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est totalement interdit d'exploiter les alluvions dans le lit de l'Allier. L'enrochement des berges est aussi également soumis à autorisation et interdit, sauf enjeu majeur, et à ce moment-là, il faut compenser en désenrochant un peu plus loin. Et puis, à travers les politiques comme le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, aujourd'hui est apparue la notion d'espace de mobilité, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs se sont mis d'accord sur là où la rivière devait continuer à éroder. Alors bien sûr, on a tous besoin des ponts, donc là, les acteurs se sont entendus pour dire que si jamais la rivière risquait de contourner un pont, là, on pouvait éventuellement la contraindre, mais partout ailleurs, sauf quelques exceptions, on maintiendrait l'érosion des berges, donc en premier lieu sur les surfaces naturelles et agricoles. Alors en chiffres, cette érosion des berges de l'Allier, ça représente 35 hectares par an de Brioude, donc sur tout le cours de l'Allier alluvial, donc de Brioude au bec d'Allier. Et on a la particularité dans le département de l'Allier, donc d'avoir sur ces 35 hectares, 26 hectares par an qui sont érodés. Donc ça s'explique en premier lieu par le sol, donc un secteur extrêmement meuble. Comme je le disais, ça peut éroder 15-20 mètres par an. Fort heureusement, cette érosion se fait en premier lieu sur le domaine public fluvial, aux 2/3, mais elle va toucher également des propriétés privées riveraines. Et donc aujourd'hui que ce principe de maintenir la dynamique fluviale coûte que coûte est accepté et reconnu, le travail du conservatoire est également d'accompagner les riverains pour veiller à trouver des outils pour compenser éventuellement ces pertes foncières ou financières. L'idée, c'est que ça n'est pas normal que quelques riverains propriétaires privés subissent à eux seuls l'enjeu collectif de maintenir la dynamique fluviale, et pour ce faire, on travaille avec, on propose aux propriétaires éventuellement l'acquisition de leurs parcelles qui sont situées dans l'espace de mobilité. Donc il y a des financements publics qui sont alloués au conservatoire pour pouvoir acheter ces terrains. Donc c'est ce qui nous a amené à être progressivement propriétaires de 250 hectares. C'est un travail au long cours. Et sur ces zones, on va travailler avec la profession agricole pour essayer de maintenir une zone tampon en pâturage, voire
convertir des cultures en surface en herbe. Et puis là, actuellement, on travaille également à trouver des outils pour éventuellement éloigner les grandes cultures qui elles-mêmes subissent aussi l'érosion, pour pouvoir trouver de la compensation foncière pour ceux qui sont touchés, mais en contrepartie remettre en place une zone tampon de pâturage. Donc ça, c'est un des cœurs de métier du conservatoire. Et puis, on épaule aussi les services de l'État pour faire comprendre à tous les porteurs de projets ce qu'est cette dynamique et comment l'intégrer dans les projets du territoire. Donc, on essaye de trouver des outils, mais on s'est retrouvé confronté à la difficulté que le conservatoire a une étiquette biodiversité marquée, et quand on essayait de faire comprendre tous les enjeux de la mobilité, notamment aux riverains, donc il y a 20 ans, en fait, on nous répondait que les petites fleurs, les petits oiseaux, c'est bien joli, mais la société n'avait pas encore vraiment intégré ces enjeux à l'époque. On avait du mal à toucher les riverains sur ces enjeux, et on s'est rendu compte qu'en fait, en élargissant la perception des patrimoines, on arriverait certainement à mieux les intéresser, à mieux dialoguer avec eux. C'est ce qui nous a fait nous intéresser à l'histoire de la rivière. Donc on s'est parti en fait simplement d'observation d'une auberge de la marine à Billy ou de hameaux portant des noms de ports dans la plaine, qui nous ont fait nous dire tiens, on peut peut-être parler de cette mobilité de la rivière à travers l'histoire humaine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement énorme parce qu'on remettait l'homme au milieu du système. Donc on a proposé pendant une dizaine d'années aux riverains de nous faire part de tout ce qu'ils connaissaient sur l'histoire de la rivière, de son cours, de l'évolution des usages. Et donc, on a collecté tout un tas d'informations, donc des témoignages très précieux, et en particulier des cartes anciennes que je vais vous montrer, qu'on a retrouvées dans des greniers. Donc voilà, cette série de cartes anciennes. Alors on a retrouvé un jour, une dame est arrivée avec un grand carton format cadastre en nous disant j'ai ça dans mon grenier, je ne sais pas quoi en faire. C'est une longue histoire, mais c'était accaparé des documents de l'État, et donc c'est une série de cartes de 1755 des Turcis élevés, et puis la série de cartes de 1860. Alors la série de cartes de 1755, donc c'est du temps de l'ingénieur Rège-Morte. Elle existe également, cette série, sur le site de Gallica de la BNF. C'est bien sûr pas une photocopie. À l'époque, on reproduisait. Elles n'ont pas exactement la même facture. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte de Moulins n'est pas la même sur les deux jeux. Donc aujourd'hui, ces cartes, bien sûr, sont aux archives départementales, et on en a gardé une copie numérique pour pouvoir les utiliser et mieux comprendre l'évolution du territoire. Donc je vous disais que l'idée première était partie des observations qu'on avait pu faire en se disant tiens, l'histoire de la batellerie qui est pratiquement totalement effacée sur le territoire, à part à Moulins ou à la Chavanais, on n'en entend plus parler. Enfin, moi qui n'étais pas du département, au départ j'ai eu du mal à intégrer qu'il y avait eu une batellerie intense au regard de la rivière telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis on s'était aperçu par exemple là sur Paresse-Oubriaille, en face de Varennes et Créchy, qu'il y avait un mot qui s'appelle Le Port, avec encore un nom de rue, aucun vestige, mais qui était à 2 km du cours de la rivière, sans qu'on puisse dater vraiment quand est-ce qu'il avait été port et si vraiment ça avait été un port. Et les Querriaux, les quais de Rio, là il y a quelques vestiges. Alors les vestiges de port sont bien sûr des éléments très ténus, parce que comme la rivière bougeait beaucoup, on s'amusait pas à faire des infrastructures très, très lourdes. Et puis, quand on a fait le travail de superposition, bonheur, on s'est rendu compte que, en effet, la rivière était passée à 2 km au droit de l'autre côté de la plaine, qu'on pouvait dater en 1755, quand alors je vous le montre, je fais en deux temps parce que c'est pas facile. Par ailleurs, de l'autre côté, les Querriaux, la carte de 1750 montre un bras mort en équerre. En fait, on est vraiment sur un point dur, donc sur lequel venait buter la rivière, mais on voit qu'elle y était passée donc antérieurement. Elle s'est déplacée de l'autre côté, et puis ce qu'on peut remarquer également, c'est que le cours de l'Allier, si vous pouvez remarquer, qu'il là, il était multiple. En fait, il n'avait pas le même style, ce qu'on appelle, c'était le style en tresse, on va y revenir rapidement. Autre élément, ces cartes nous apprennent aussi, nous donnent des vestiges, enfin des éléments pour comprendre l'histoire. Vous avez
À cet endroit-là, quand vous cheminez entre Créchy et Varennes, vous avez une route qui serpente énormément parce qu'elle est assise sur les anciens méandres les plus avancés de la rivière. Et là, aujourd'hui, la rivière s'en est très éloignée, mais on s'est rendu compte avec les cartes de 1755 qu'il y avait eu un aménagement qui avait été réalisé postérieurement à 1755. On a retrouvé aussi une carte de 1779 qui montre que la rivière arrivait dangereusement vers cette partie est, et donc ils ont ressenti le besoin de faire une protection de berge qui est restée en place et aujourd'hui qui ne se voit plus, mais on peut à travers la route la retrouver. Et donc ces cartes sont des trésors qui n'ont pas encore été exploités dans toute leur totalité, mais que voilà, il y a pas mal d'éléments de recherche certainement à exploiter avec ces cartes. Donc des Turciers levés, qui est l'ancêtre des ponts et chaussées. Et donc si on reprend le territoire qu'on a vu tout à l'heure avec les différents méandres, donc là on va refaire le travail de superposition. Vous voyez, comme je le disais, on est sur un style en tresse, c'est-à-dire qu'à l'époque les débits solides et liquides de la rivière étaient beaucoup plus conséquents. On était encore dans le petit âge glaciaire, donc on avait un paysage très très ouvert, avec d'ailleurs même des cultures au milieu de ces méandres, visiblement d'après la retranscription. Ce sont des cartes très fidèles qu'on n'a aucun mal à superposer avec les cartes actuelles. Et donc, quand on s'amuse à superposer les cours de la rivière, on voit que là, cet espace de mobilité prend une autre ampleur. Donc, comme je vous le disais, on est passé de style en tresse avec, alors malheureusement, il nous manque, on n'a pas beaucoup de cartes ou quasi pas du début du XXe siècle. Donc cette transition vers un style en méandre, on n'a pas une analyse fine de quand elle s'est faite, mais ça a surtout été à la fin du petit âge glaciaire, dans les années 1850, qui correspondent aux grandes époques de crue centenale sur la rivière. Et donc, si on superpose l'ensemble, vous voyez qu'on a une belle œuvre artistique faite par la rivière Allier. Et puis, on pourrait prendre aussi plus de recul, là, non pas avec les cartes anciennes, mais plutôt grâce aux lidars dont on a parlé ce matin, qui nous permettent de voir que, en effet, la topographie semble indiquer des paléochenaux qui viennent jusque sur la Nationale 7. Donc là, on est éloigné de 3 km du cours actuel parfois. Et puis d'autres paléochenaux, par exemple, comme ici à la Ferté-aux-Trives, qui malheureusement ont été effacés avec l'intensification de l'activité agricole, mais qui ont été repérés notamment avec les cartes de 1946 et qui ont fait l'objet d'études palynologiques par Géolab qui ont montré que la transformation agricole du Val d'Allier s'est faite dans les années 800. Où là, il y a une explosion d'espèces prairiales à compter de cette date. Et puis, on s'est intéressé à tout ce que l'Allier pouvait nous donner comme trésor. Donc là, c'est la fameuse falaise des Moquets dont j'ai parlé hier soir. On nous a présenté une très belle coupe géologique qui apportait énormément d'éléments grâce aux travaux du pont sur la RCEA. Mais on a aussi un peu plus en aval à Chemilly, une falaise naturelle où la rivière s'est tellement déportée qu'elle érode une terrasse ancienne qui fait 12-15 mètres, sur lequel on a tout un tas d'étachements, dont des étages tourbeux, et d'où ressortent tout un tas de vestiges archéologiques. Alors là, c'est la falaise la plus spectaculaire, mais ça se fait sur chacun des talus. Donc la rivière, en s'étant éloignée, en érodant ses berges, ensuite va redéposer des sédiments qui vont enfouir tout un tas d'éléments qui, malheureusement, d'un point de vue archéologique, n'ont pas grande valeur parce qu'ils sont déplacés par nature, mais certains, on va le voir, sont parfois quand même en place. Et donc, c'est le travail notamment de l'équipe d'Olivier Troubat d'être en vigilance pour pouvoir aller, dès que quelque chose ressurgit, et le service archéologique aussi sur notamment tous les bateaux, les anciens bateaux qui peuvent ressurgir, pour voir si on peut en tirer des éléments d'information archéologique. Donc le Val d'Allier, c'est la plaine s'étend au fil du temps, complètement couverte des alluvions issues du Massif central. C'est avant tout toute l'histoire géologique du Massif central. Se promener avec un géologue sur les bords d'Allier, c'est apprendre beaucoup de choses déjà. Et puis pour ceux qui ont l'œil, donc on peut donc tomber sur des fossiles. Alors quand on tombe sur une défense de mammouth qui fait presque 2 mètres de haut, de long, donc là c'est facile, on passe pas à côté. Donc ça elle a été retrouvée à
Créchy en 2000, mais on peut trouver aussi des dents de mammouth, des vestiges végétaux, notamment du bois fossilisé, et puis énormément d'outils préhistoriques qui, pour ceux qui ont l'œil, pour avoir accompagné certains, il suffit de faire quelques mètres et en trouver tout plein. Vraiment, il y a une multitude d'outils préhistoriques, bien sûr. Des éléments de poterie divers et variés, alors soit liés à des activités riveraines, soit aussi à des bateaux qui ont échoué, puisque la batellerie de l'Allier a été très très intense, jusqu'à 2000 bateaux au XVIIIe siècle. Ça n'était pas une activité très aisée, mais quand même très intense. Des embarcations avec donc des pirogues monoxyles qui ont été retrouvées parfois à Moulins, qui viennent pour une partie de la fameuse falaise des Moquets. Et puis des aménagements réalisés par les hommes en bord d'Allier, donc soit des qui ont été construits, qui peuvent se retrouver aujourd'hui éloignés de 500 mètres ou 1 kilomètre du cours de l'Allier. Donc c'était là, paradoxalement, l'État qui, au XIXe siècle, lors des grandes crues, incitait les riverains à se protéger. Et donc on retrouve quelques linéaires de Perret comme ça dans la plaine d'Allier. Et puis des restes d'anciens ports. Donc comme je vous le disais, c'était des installations très précaires, mais avec des pieux quand même qui permettaient d'accueillir les plateformes. Et donc au gré de l'érosion, voilà, les archéologues de l'Allier essayent de relever et de comprendre ces vestiges. Vous avez en bas à droite notamment un pieu qui a été retrouvé à Mariolle, où on voit là la corde des bateaux qui ont usé ce pieu. Oui, alors je vais des éléments, enfin voilà, tout un tas d'usages, et tous ces éléments nous ont permis en fait de vraiment intéresser plus les riverains, en tout cas de faire ressurgir une mémoire oubliée et de faire comprendre à quel point la rivière n'était pas juste un espace naturel très intéressant, mais quelque chose de plus riche, multidimensionnel. Avec un dialogue, ça nous a permis de prendre le temps aussi de mieux comprendre les activités humaines qui avaient lieu pour pouvoir mieux accompagner les riverains dans la prise en compte de la rivière. Donc tout ce travail a donné lieu à l'édition d'un livre qui s'est tellement bien vendu à 4000 exemplaires qu'il est malheureusement épuisé, mais qui a permis d'entremêler toutes ces facettes des patrimoines pour pouvoir justement mieux partager tous ces éléments. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ça y est, le territoire commence à être fortement reconnu, avec une demande, une prise de conscience de la part des collectivités qu'il y a un joyau au sein de notre territoire qui serait bon de mettre en valeur. Par contre, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune coordination à ces mises en valeur et qu'on assiste à un déploiement d'initiatives amenant vers la création de chemins, d'embarcadères pour le canoë, enfin tout sur les bords d'Allier qui va peut-être poser de gros problèmes en termes de fréquentation non maîtrisée et scier la branche sur laquelle veut s'asseoir ces initiatives de valorisation. Donc dans ce cadre-là, on a posé la question de comment faire pour accompagner cette valorisation. Et donc c'est ce qui nous a amené à proposer le projet de labellisation Ramsar du Val d'Allier, donc qui est un label international qui porte sur les grandes zones humides d'importance internationale. Alors Ramsar, ce n'est pas un acronyme, c'est la ville d'Iran où a été signée la convention du même nom, donc en 1971, et qui est en fait, les sites labellisés Ramsar sont l'équivalent du patrimoine mondial de l'UNESCO pour les grands territoires liés intimement à l'eau. L'objet principal, c'est bien de préserver le patrimoine naturel, mais ça s'est élargi au fil du temps puisque les autres valeurs sociales et culturelles doivent être également prises en compte. Donc là, toutes les richesses archéologiques, préhistoriques, tout ce qui a pu être collecté sur le Val d'Allier pourra être mis en lumière grâce à cette labellisation. Le dossier de candidature en fera état. Et puis demain, grâce à ce label et ce qu'on appelle de nos voeux la coordination en termes de valorisation, il y aura forcément une place également, certainement, pour la valorisation de tout ce qui est patrimoine historique et archéologique. L'idée pour nous, c'est aussi que ce territoire, donc qui serait, alors là c'est la carte mondiale avec les 2000, presque 2500 sites aujourd'hui. En France, vous pourrez repérer qu'à part la Brenne, il n'y a que des sites sur le pourtour de la métropole.
Et donc, le secteur qui serait visé serait donc c'est entre Vichy et le Bec d'Allier. Ça reprend les zonages Natura 2000. On est sur une largeur qui va jusqu'à 2-3 km, mais pour nous, il faudrait que ça soit la plaine dans son ensemble qui profite de cette dynamique pour pouvoir faire vivre l'identité du Val d'Allier au sein des villages, que les gens qui arrivent sur le territoire déjà aient des points de repère à travers les villages, et puis qu'on se serve vraiment de tout ce qu'on peut retrouver dans la plaine pour pouvoir apporter cette pédagogie sur qu'est-ce que la rivière Allier, comment tout est interconnecté, de façon aussi à veiller à ne pas créer une trop forte pression sur les bords d'Allier. Bien sûr qu'il faut pouvoir aller découvrir in situ ce qui fait la beauté du Val d'Allier, mais là certainement aussi avec une réflexion préalable avec l'ensemble des partenaires pour savoir là où c'est possible et puis là où il faudra mieux éviter parce que c'est trop fragile. Donc c'est le travail que l'on mène actuellement. Donc pour être site Ramsar, il faut répondre avant tout à des critères écologiques en matière de patrimoine naturel. Il en faudrait au moins un. Il y en a 9 et le Val d'Allier en répond à 8 sur les 9. Donc là, on n'a pas de crainte par rapport à l'éligibilité. Par contre, il nous faut construire un projet de territoire avec des vraies ambitions pour ce territoire, des orientations stratégiques avec l'ensemble des acteurs. Et donc c'est ce qu'on mène avec un comité de préfiguration qui est constitué, qui regroupe tous les acteurs habituels autour de Natura 2000, mais pour lequel on a élargi aux acteurs du tourisme et également aux acteurs de l'archéologie. Le syndicat en fait partie, le service archéologie en fait partie aussi, de façon à construire cette candidature qui devrait être déposée début 2022 et pour être labellisée, on l'espère, à l'horizon 2023, puisqu'il y a un an d'instruction avec certainement avec des temps nationaux et internationaux. On recevra des délégations qui viendront découvrir le territoire et je pense que ce sera intéressant d'avoir un volet de valorisation, enfin d'explication aussi de toutes les richesses archéologiques pour lequel vous serez mieux placé que moi pour évoquer tout ça. Voilà, et si vous voulez plus d'informations sur le site Ramsar, enfin sur le projet Ramsar, et on a créé un site dédié. Je pourrais vous redonner l'adresse, ce qui n'est pas facile à apprendre, mais voilà. Merci, j'ai été super trop longue comme d'habitude. Oui, désolée d'avoir dû vous presser, mais effectivement. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre travail effectivement sur l'Allier, même si c'est pas de l'archéologie à proprement parler. Ça s'en approche. En tout cas, nous, on s'aide beaucoup, notamment de votre ouvrage qui foisonne de cartes différentes et qui peuvent nous aider. L'Allier, c'est une rivière qui structure aujourd'hui notre département, mais qui structurait déjà le département aux époques qui nous ont précédés. Et donc, c'est toujours extrêmement intéressant d'appréhender un site archéologique dans son écrin environnemental. Et merci de nous y aider. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'ai une question. Enfin, bravo. On est évidemment tout à fait à vos côtés pour soutenir ce projet de site Ramsar. Moi, j'avais des questions un peu institutionnelles. Surtout, déjà, vous avez évoqué au début que le Conservatoire des espaces naturels, c'était une association. Vous avez parlé de conseil d'administration. Est-ce que dans l'association, dans le conseil d'administration, en fait, est-ce qu'il y a, je suppose que c'est le cas, quelles sont les collectivités territoriales et puis les représentants de l'État qui sont dans le conseil d'administration? Est-ce qu'il y en a ou pas? Est-ce qu'il y a la DDT, la DREAL ou l'agence de l'eau? Je ne sais pas du tout. Alors, le conservatoire d'espaces naturels de l'Allier, alors c'est pas le cas pour tous les conservatoires en France, mais nous on a exclusivement un collège d'adhérents individuels. Par contre, on n'est pas une association comme les autres dans le sens où les conservatoires d'espaces naturels maintenant sont entrés dans le code de l'environnement et on a un agrément de l'État et de la région avec donc c'est un agrément de 10 ans pour mener les missions que je viens de vous présenter et qui est adossé à un plan d'action quinquennal pour lequel on rend des comptes à la région et à l'État.
L'ensemble de nos actions que l'on mène sur l'ensemble du département, on a 60 projets en cours, sont financés par des financements publics, donc l'Europe, l'Agence de l'eau, le Conseil régional, l'État. Malheureusement, pas beaucoup le département de l'Allier, mais on espère qu'on va renforcer notre partenariat. Et puis des intercommunalités de plus en plus et des communes. Mais on a le soutien d'une centaine de communes dans l'Allier. On est partenaire d'une centaine de communes dans l'Allier, dont une cinquantaine, dont le conseil municipal chaque année vote une subvention même symbolique au conservatoire. On est très fiers de cet ancrage territorial. Donc c'est pas les décisions au sein de nos instances. Enfin, le conseil d'administration reste strictement associatif classique, mais ces décisions sont forcément confrontées à tout le réseau de partenaires avec qui on travaille et à qui on doit des comptes à travers les financements ou la réglementation de l'agrément. Et quand vous dites l'État, c'est qui? Quel est votre interlocuteur? C'est l'Adréal ou c'est un autre interlocuteur? Alors c'est l'Adréal et la DDT essentiellement. Et c'est vrai qu'on a très peu de contacts avec la DRAC. Quand on a lancé ce... Comment? Vu l'objet, évidemment, mais c'est comme vous incitiez forcément dans le contexte lourdement après pour le site Ramsar sur la dimension patrimoniale. Finalement, effectivement, il faudrait je ne sais pas quelle est la manière dont on pourrait vous accompagner là-dessus, mais avec grand plaisir. Sachant qu'on a déjà été confronté à cette problématique, comme le conservatoire, quand on s'est intéressé, là, cette idée de s'intéresser au patrimoine naturel, elle a germé. Je passais tous les jours devant cette fameuse auberge de la Marine, habillée sans comprendre ce qu'elle faisait là. Et quand j'ai commencé à proposer qu'on élargisse justement ce champ d'action, ça a été compliqué au sein déjà de l'association ou de nos pairs, parce que pourquoi le conservatoire s'intéresse à la batellerie, c'est pas son objet. Faire comprendre la plus-value que ça apportait, c'était compliqué. Et quand quand on a essayé de chercher des financements également, où là on s'intéressait plus à un objet culturel, on ne connaissait pas légitime. Donc on a saisi une opportunité avec une enveloppe paysage pour expérimenter sur quelques sites. Et là on a vu en 2005 qu'il y avait un engouement tel qu'on nous a fait confiance ensuite. Mais on n'est jamais sorti en effet, c'est un peu le problème en France. On est chacun dans nos créneaux. Donc nous, on en a reparlé ce midi, il y a énormément de choses de partage au-delà de la rivière Allier sur le territoire. Il y a énormément de questions qui se posent communément. On étudie le même territoire, nous plutôt en surface et vous parfois plus en sous-sol pour les archéologues. Il faut qu'on arrive à... Les milieux naturels expliquent une partie de l'archéologie et vice-versa. Donc il faut qu'on arrive à casser ces codes, ces cloisons.